Voilà, merci beaucoup. Le plaisir, le nôtre de vous savoir nombreux dans vos salons, dans vos bureaux, je veux dire dans les différentes terrasses de la République démocratique du Congo, dans les lieux publics. Vous aimez édition spéciale, votre magazine de particularité dans la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci encore de la confiance et de la fidélité renouvelée ce matin. Dernier numéro de l'édition spéciale pour cette semaine, je vais dire. Aujourd'hui, nous sommes exactement vendredi 14 janvier 2021, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dossier Chebeya, Kabila appelé à comparaître, l'homme qui est couvert par la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a-t-il une acceptation, une compatibilité? Est-ce que Kabila pourra comparaître ou non? C'est une question que nous allons poser à nos invités de ce jour. Nous sommes vendredi, je l'ai rappelé. Nous allons aussi parler de quoi qu'il y a entre la présidence de la République démocratique du Congo et l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir. Il s'agit de bras de fer qui sévissent entre ces deux camps. Est-ce que peut-on parler, je veux dire, d'un clivage au sein des institutions? Parce que ce sont le même conflit qui sont dégénérés au niveau des institutions. La maison de Kabound saccagée, on est en train de parler d'un montage. L'UDPS à ce jour divisé, il y a un camp qui défend la garde républicaine au regard des faits qui se sont passés très saillants. Et une partie de l'UDPS s'enligne derrière Jean-Marc Kabound à Kabound. Que va-t-il se passer avec ces partis au pouvoir? Certains parlent d'un spectacle désolant et déshonorant pour notre pays, République démocratique du Congo. Je vous présente d'abord les invités. Vous l'aviez beaucoup réclamé, il est là. Il s'appelle Maître Nico Mayengele. Il est du Congo normal. Bienvenue. Ah, merci beaucoup, mon très cher Louis-France. Votre canne cache quoi? Non, ne vous en faites pas. C'est les bâtons de commandement. Bâtons de commandement. J'ai fait une lutte politique. Très bien. Mais sachez que la politique a aussi une essence ancestrale, traditionnelle, puisque chacun a ses bases. Ses bases arrière, allais-je dire. Donc cette canne symbolise une détermination dans la lutte. Une détermination. Que je mène face aux antivalaires. Donc pour moi, il n'y a pas de compromis entre les biens et les mal. Très bien. Même le président Fayoulou, s'il accepte le mal, je ne vais plus collaborer avec lui et je vais poursuivre mon combat. C'est ainsi que j'avais quitté Franck Diongo pour avoir rejoint les camps du mal. Et aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. C'est aussi grâce à cette canne qui me révèle beaucoup de choses. Attention, je suis de la lignée cheval. Merci beaucoup. Maître Nico Mayenge, comment va Congo normal? Oui, Congo normal, nous sommes là. On a agréé la dénomination, les logos, notre devise. On attend l'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du secrétaire général chargé. C'est pour en faire un parti politique. C'est un parti politique. Très bien. Alors, il y a des pesanteurs, tu sais, tu es politique, mais je ne vais pas traverser la rue. Très bien. Je ne suis pas Katumbi. Parce que par moment, il y a des contraintes pour vous agréer un parti. Il faut d'abord y aller. Katumbi l'a fait 2 ans. Katumbi l'a fait. Oui. Quand Katumbi accepta M. Chilombo, son parti a été enregistré et il a rejoint l'Union sacrée. Et Nico, oui, donc, Ensemble pour la République est né dans une contrainte politique. Absolument. D'adhésion à l'Union sacrée. 2 ans après. Et quand Katumbi a accepté M. Fait le régime, et il est toujours avec le régime. Mais Nico Mayengele ne travaillera pas avec M. Chilombo, le régime actuel, même dans un rêve. Ça, je ne ferai pas. Merci. Donc, je vais continuer ma lutte jusqu'à ce que ces régimes issus d'un deal disparaîtra. N'en déplaise à mes co-débatteurs que j'ai salués. Merci beaucoup. Très bien. Maître Nico Mayengele Ngenge. Ngenge signifie quoi? Mais c'est une chance. Ngenge, ça veut dire chance, ça veut dire Lupemba, ça veut dire Manaka. Ça veut aussi dire du poison. Oh! Oui. Donc moi, on ne me mange pas, on ne me bouffe pas. C'est très important. Merci pour ces mots introductifs. Je vais traverser de l'autre côté. Il y a procureur près le peuple Nico Falmbika qui nous rejoint. Il m'a dit qu'il était bloqué juste sur notre avenue dans un embouteillage terrible. Il va arriver pour faire l'équilibre de l'émission. De l'autre côté, pour la première fois, il vient de s'inscrire au club. Il s'appelle José Baindama, très chanté par les musiciens autrefois, mais aujourd'hui il est un des cadres du parti des Bahati, AFDC et alliés. Bienvenue, Monsieur José Baindama.
Bien, merci. Approchez-vous de votre micro et puis soyez apaisés. AFDC est allié, ce n'est pas un parti politique, c'est un regroupement politique. Un regroupement, très bien. Voilà. Mais bien sûr qui est chapeauté de maître par celui que j'appelle Papa Bahati, parce qu'il mérite d'être appelé comme ça. Pourquoi vous l'appelez papa? Pourquoi ne pas l'appeler président national? Parce que sur la scène politique nationale, il n'y a pas comme lui. Et je pense que du temps qu'on appelait Papa Iléo, maintenant il mérite d'être appelé Papa Bahati parce que il est au centre, il est vice. Vous êtes qui là-bas au parti de Bahati? Mais je suis cofondateur de l'AFDCA, je suis président. Vous êtes cofondateur? Ouais, je suis président du parti politique Bloc pour les actions lumumbistes. Attendez. Voilà. Donc au sein de l'AFDC, vous avez votre propre parti politique. Vous êtes président d'un parti politique? Pas au sein de l'AFDC, je précise, c'est au sein de AFDCA. Donc c'est un regroupement. Au sein du regroupement? Oui, je suis président du parti politique, je siège à la conférence des présidents. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. José Baindama. Mais comment ça s'est passé, quitter le monde culturel? Je n'ai pas quitté le monde culturel. Donc, un peuple sans culture, c'est un peuple. Quand on dit José Baindama Ntekenanteke, ça signifie quoi? Ça fait dire fête parce que à Kimongo, écoutez, j'avais une maman sur l'avenir, qui est une maman veuve. Et ceux qui connaissent Massina, c'est les quartiers sans fil, à Benindelo. La maman d'Elo, bon, quand elle venait me voir et quand je pouvais faire un geste pour sa mère, elle disait maman, papa, au Saïnganteke. Et de temps en temps, et puis finalement, elle m'appelait Ntekenanteke parce que je la faisais plaisir. Je rendais peut-être le service d'un fils à sa mère. C'est pourquoi les noms m'a collé à l'étiquette. Merci beaucoup, Monsieur José Baindama. Toujours à ma gauche, il s'appelle Maître Yannick Massidiavingi. Lui, c'est pour la deuxième fois qu'il va participer à ce club édition spéciale. Bienvenue. Il est de l'INADEF de Christian Mwando actuellement, à l'époque de Charles Mwando Simba, paix à son âme. Comment ça va? Ça va très bien, Monsieur Louis-France. Surtout, j'aimerais exprimer cette considération que vous témoignez toujours à notre égard. Merci. Ça nous va droit au cœur. Mais au-delà de ça, j'aimerais juste préciser une chose par rapport aux déclarations faites par Maître Nico, tout en disant que Moïse Katumbi aurait traversé de l'autre côté. Oh, mais le débat n'a pas encore commencé. C'est juste une salité. Non, j'aimerais juste préciser une chose. Allez-y, il n'y a pas de problème. Ensemble pour la République, c'est un parti organisé. Ils ont respecté les processus légaux. Très bien. C'est un détail que j'aimerais faire part à Maître Nico Baingel. On a dit que l'impulsion de l'enregistrement du parti est maintenant a été conditionnée par l'adhésion à l'Union sacrée. Non, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Merci. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous commençons. L'émission édition spéciale commence toujours avec les biscuits. Chacun a un biscuit à apporter. Je vais commencer avec Maître Nico Mayengele. Cette question de la demande de comparution à la haute cour de Joseph Kabila qui est couverte par une loi portant statut des anciens chefs d'État. Cette loi qui prévoit que lorsque les faits ou les actes répréhensibles commis à l'exercice présidentiel d'un chef de l'État ne peuvent pas être poursuivables après l'exercice des fonctions. Et aujourd'hui, la Haute Cour demande la comparution de Joseph Kabila sur le plan de droit d'abord, où résident les problèmes. Est-ce que la Haute Cour s'est exprimée légalement ou il s'agit de questions politiques qui tirent origine dans le droit? La deuxième question que je vous pose, comment ça va se passer si demain, déjà, la famille de Joseph Kabila oppose cette procédure à une loi qui est en vigueur? En tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'est une question technique. Au-delà d'être intelligible, j'inviterai mes co-débatteurs d'être à la hauteur, puisque c'est un débat hautement scientifique. Vous avez posé la question liée, je dirais, en ce qui concerne la comparution éventuelle de M. Kabila devant la haute cour militaire. C'est déjà une juridiction militaire. Très bien. Nous devons souligner que c'est une juridiction militaire. Deuxième élément, est-ce que M. Kabila est-il couvert par la loi portant statut des anciens chefs d'État, portant statut des anciens présidents de la République et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps? Très bien. Moi, je dirais qu'il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Il n'est pas concerné par cette loi. C'est un débat que je présente à la place publique. C'est un débat scientifique. Sur le plan sociologique, M. Kabila, c'est un ancien chef de l'État. Sur le plan constitutionnel, c'est un ancien président qui est devenu sénateur à vie. Mais au terme de la présente loi, qui définit qui est un ancien président de la République, bénéficiaire de cette loi. Très bien. C'est cela la beauté de nuance dans une démarche scientifique. L'article D
définit qui est un ancien président de la République, bénéficiaire de cette loi. Très bien. Juste 3 phrases. Au sens de la présente loi, on attend par ancien président de la République, c'est l'article 2, un ancien président de la République élu, c'est tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de président de la République, je souligne par élection, aux fonctions de président de la République, les a exercées et les a quittées conformément à la Constitution. Attendez, c'est très important. Vous dites, est éligible à cette loi, et celui qui a exercé et qui a quitté la fonction dans le respect des textes, notamment de la Constitution et de la présente loi. Absolument. Très bien. Maintenant, ça c'est une prévision légale. Allons sur le plan factuel, sur le plan des faits. Vous constaterez que Kabila, admettons qu'il a été élu, puisqu'il a été proclamé par les organes compétents, élu en 2011 pour un mandat de 5 ans. Très bien. Conformément à la Constitution. Son mandat arrive à terme en 2016. Très bien. Et le scrutin pour les chefs de l'État aurait dû être convoqué 90 jours avant la fin de son mandat. Très bien. Soit en septembre 2016. Très bien. Mais par quelle baguette magique? En vertu de quelle disposition légale ou constitutionnelle Kabila est allé jusqu'en 2019? Vous constaterez qu'il a quitté les fonctions de président de la République en violation de la Constitution. La sous-question que je vous pose, Maître Nico Mayengele, c'est très bien pour ce décor. Kabila qui quitte, parce que si on est en train de fixer la condition pour bénéficier de la couverture de cette loi et la manière de quitter ces pouvoirs-là. Oui. On sait que la seule manière par laquelle Kabila est parti du pouvoir, c'est l'organisation des élections, avec la passation pacifique et civilisée du pouvoir, avec un président entrant, lui s'appelant sortant. Est-ce que cette incise n'est pas aussi celle dont la loi a prévu de l'organisation des élections et du départ de cette fonction présidentielle sur base de l'organisation des élections? Mais la loi est claire. Les derniers critères, c'est d'avoir exercé, d'avoir quitté les fonctions conformément à la Constitution. Vous savez, on peut faire une arithmétique constitutionnelle. Très bien. Parce que la Constitution, elle est aussi faite de mathématiques. On vous dit, vous avez un mandat de 5 ans. Vous devez organiser les élections 90 jours avant. C'est les contextes, c'est les conditionnalités dans lesquelles vous devez quitter le pouvoir. Mais lorsque vous passez un accord politique pour vous maintenir au-delà du mandat constitutionnel, quoi que vous ayez organisé les élections au-delà du mandat, donc les élections n'ont pas eu de crédibilité, ne sont pas directement considérées par cette loi-là. Constitutionnelle, puisque organisée au-delà très bien. Merci. Du temps imparti. Donc M. Kabila a quitté le pouvoir en violation de la Constitution. Au lieu de faire 5 ans de mandat, il en a fait 7. Et vous n'allez pas me faire croire qu'il a quitté conformément à la Constitution. Puisque les élections ne signifie pas qu'une fois vous les organisez, c'est conforme à la Constitution. Si vous organisez les élections 10 ans après, est-ce conforme à la Constitution? Même la loi électorale vous dit, le mandat, nous sommes dans une architecture constitutionnelle, je dirais même légale, puisque la loi électorale vous dira, le mandat est de 5 ans. La Constitution vous dit, le mandat est de 5 ans. Mais quand vous quittez au-delà des prévisions légales, vous violez et la loi et la Constitution. Conséquence, Kabila n'est pas éligible. Donc il doit comparaître. Il n'est pas éligible. Il n'est pas couvert par l'immunité absolue. Parce que cette loi prévoit une immunité absolue. Très bien. En son article, pas partielle. Absolue. Très bien. Absolue. En son article 7, si je ne m'abuse pas. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Et ça, c'est en violation de la Constitution encore. Puisque la Constitution prévoit les poursuites contre le chef de l'État pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais cette loi exclut de poursuites les infractions commises pendant l'exercice de ses fonctions. Et n'en retient que les infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, lesquelles infractions pour être poursuivies doivent requérir le vote au niveau du Congrès, suivant les quorums des 2 tiers. Merci beaucoup, Maître Nico Mayengele Ngenge, pour cette première prise de parole.
Alors, je vais prendre maître Yannick Massidiavingui. Vous avez suivi maître Nico Mayengele. Vous êtes avocat, je rappelle, praticien de droit. Est-ce qu'ici, au regard des arguments ici avancés, à une loi qui est en vigueur, la haute cour exige la comparution de Joseph Kabila dans le dossier Chebeya, vous dites... Il faut préciser à titre des renseignants. À titre des renseignants, mais comparissant quand même, parce qu'il va comparaître. Alors, à votre niveau, quelle est votre analyse, quelle est votre participation à ce niveau de débat? Merci, M. Lufran, c'est une très bonne question. D'abord, il s'agit de soulever une chose. La question soulève une constellation de faits. Mais moi, on doit connaître le statut de Joseph Kabila. Moi, je vais répondre avec énergie et force que M. Kabila, c'est un président honoraire de la RDC. Et puis la Constitution le précise de manière limpide que M. Kabila est un sénateur à vie sur base de la Constitution. Au-delà de ça, il y a une loi de 2018, du mois de juillet, qui confère aux anciens chefs de l'État certain nombre d'avantages. Voilà pourquoi moi je dirais que cette question présente une constellation de réalités. On se pose une question. Alors, comme M. Kabila étant sénateur à vie, il jouit des immunités sur base de l'article 107 de la Constitution. Là, c'est un fait. Au-delà de ça, le statut des anciens chefs de l'État dit quoi? Il dit qu'un ancien chef de l'État ne peut pas être poursuivi pour des faits qui ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. C'est aussi une réalité. Voilà pourquoi plusieurs doctrinaires se posent des questions. Sur le plan interne, cela veut dire quoi? Donc, le chef de l'État ne peut pas comparaître aussi longtemps qu'il bénéficie des immunités. Là, c'est un élément majeur qu'il faut soulever. Et plusieurs chercheurs, d'ailleurs, se posent tant de questions. Parce qu'au niveau interne, la RDC respecte un certain nombre de choses. Et cela implique même, sur le plan international, qu'on soit en connivence. Je prends un cas de figure. Et puis, d'ailleurs, même le professeur Antonio Cassé se pose des questions. Sur le plan interne, comment est-ce qu'une loi, je prends notamment la Constitution du 18 février 2006, qui donne des immunités aux sénateurs, qui ont commis, par exemple, des crimes, qui protègent ces sénateurs. Et puis, au-delà de ça, la loi portant statut des anciens chefs de l'État, qui dit ceci, qu'aucun ancien chef d'État ne peut être poursuivi. On se rend compte que cette loi empêche le bon déroulement de la justice. Donc, en donnant des immunités aux chefs de l'État. Donc, vous dites, maître Yannick, qu'aujourd'hui, d'abord, le statut légal reconnu à Joseph Kabila, c'est le président honoraire, c'est-à-dire le chef de l'État, ancien chef de l'État congolais. Oui. Et au regard de ces statuts-là, la loi portant statut d'ancien chef de l'État les concerne directement au regard de son statut qu'il occupe. Effectivement. Par voie de conséquence, il est couvert par la loi portant statut des anciens chefs de l'État, contrairement à ce que maître Nico Mayengele a dit. Effectivement, il est couvert par des immunités. Parce qu'il possède... Approchez-vous de votre micro. Parce qu'il possède des immunités sur base de l'article 107 de la Constitution qui dit que les députés sénateurs bénéficient des immunités. Donc c'est déjà un principe constitutionnel. Mais on se pose aussi des questions, parce qu'on doit faire des droits comparés, parce que c'est une question purement scientifique. Hein. C'est évident que nous puissions faire une gymnastique intellectuelle. Je prends un cas de figure, notamment en France. On prend l'affaire Nicolas Sarkozy. Parce que dans notre cieux, il est précisé que les anciens chefs de l'État, après l'exercice de leurs fonctions, redeviennent des citoyens normaux. Là, je prends le cas de Nicolas Sarkozy, qui a été mis dans l'examen. Et plus loin encore, nous partons au Brésil, l'affaire Lula da Silva, qui a été condamné même, qui subit même la conséquence d'une condamnation à vie, à une prison ferme plutôt. Très bien. Donc, c'est une question de taille. Et puis, plus loin encore, c'est là même le leitmotiv de ma réflexion, les immunités conférées sur le plan interne créent une querelle juridique sur le plan international. Je prends un cas de figure, notamment le statut de Rome sur le préambule. Le préambule qui dit quoi? Qui part des principes de complémentarité. Le préambule dit que si une juridiction interne refuse par exemple de poursuivre un dirigeant qui bénéficie des immunités, la CP sera compétente pour les poursuivre. Voilà pourquoi moi j'ai dit, la loi portant statut des anciens chefs de l'État ainsi que la Constitution congolaise constitue une entorse parce qu'il garantit une certaine impunité. Et puis pour répondre à Maître Nico, j'ai dit ceci, M. Joseph Kabila bénéficie des immunités. Merci. Et par conséquent, il ne sait pas comparaître. Concluez. Par conclusion. Par conclusion, je confesse avec énergie que M. Kabila, pour avoir aval, pour qu'il puisse comparaître devant la cour militaire, la cour doit avoir l'aval du Sénat parce qu'il bénéficie des immunités sur base de l'article 107 de la Constitution. Mais maintenant, sur la question du sénateur à vie,
On s'est dit, ce n'est pas c'est un titre honorifique qu'on a conféré à un ancien chef de l'État. Voilà pourquoi on ne lui exige pas de siéger tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir été sénateur à vie, Joseph Kabila jouit des immunités d'un sénateur parce que c'est un sénateur à vie qui n'est qu'un titre honorifique? Monsieur Louis-France, le fait d'attribuer à M. Kabila les statuts d'un sénateur lui confère également des immunités. Lui confère directement les immunités. Et puis plus loin encore, j'ai dit, la loi de 2018 lui confère aussi les immunités en question. Voilà pourquoi sa poursuite demande une certaine gymnastique. Donc la gymnastique seulement au niveau des immunités au niveau du Sénat ou aussi en prenant en compte la loi qui est en vigueur? Effectivement. Donc on doit tenir compte de la Constitution qui lui confère la qualité du sénateur à vie. Au-delà de ça, nous devons aussi se rendre compte que la loi de 2018 lui confère des immunités. Merci. Merci beaucoup, Maître Yannick Massidiavingi, INADEF. Monsieur José Baindama, je vais vous poser une question beaucoup plus politique. Si, sauf vous acceptez aussi de mettre un avis sur la procédure, mais la question que je vais vous poser, c'est surtout sur la compréhension générique que tout le monde devrait avoir de cette loi. Une loi qui est en vigueur, qui est aujourd'hui contestée, et aujourd'hui qui a ouvert beaucoup de brèches sur la poursuite ou les poursuites des anciens chefs d'État. On dirait, politiquement, cette loi n'avait pas tenu compte de plusieurs sensibilités juridiques ou judiciaires. C'était pratiquement une loi politique pour couvrir un individu. Conséquence, aujourd'hui, la loi elle-même se voit devant plusieurs obstacles. Voilà, merci. Je sais que c'est le même problème. Les lois en République démocratique du Congo sont créées sur mesure. Ce sont les lois souvent sentimentales, et créées par les réflexions juridistes, le juridisme de nos avocats, de nos juristes, qui des fois se contredisent. Parce que à tout moment, à tout point de vue et à toute occasion que les juridiques... Les juristes ne parlent toujours pas le même langage. C'est-à-dire que même les lois n'existeraient même pas s'il faut demander les avis des juristes. Alors que c'est eux qui les initient, alors c'est eux qui nous les imposent. Très bien. Dans notre pays, il y a dans plus de 10 000 lois dans les tiroirs. Vous voyez seulement cette loi parce qu'elle intéresse une personne qu'on est en train de viser. Et elle intéresse la mort d'un homme très important, un défenseur du droit de l'homme. C'est parce qu'il s'agit de cette occasion qu'il faut réveiller ces lois, chercher des livrets, chercher à faire savoir ce qu'il faut. Même pour moi, comme vous m'avez demandé de donner un point de vue tout à fait politique, c'est-à-dire sociologique, je pense que ce sont des querelles. Ce sont des querelles. Entre qui et qui? Entre les juristes et les politiques. Moi, je pense que le plus important, c'est de voir, parce que moi, je ne pense pas qu'un chef de l'État peut donner l'ordre à un militaire pour aller tuer quelqu'un. OK? S'il y avait une démarche qu'il y ait à la suite... Mais il a quand même une responsabilité politique. Bon, justement. Comme garant. Mais justement, c'est parce qu'on donne toujours au chef de l'État ses responsabilités. Mais il y a aussi, quand on dit une loi, l'ordre est mal donné, ne s'exécute pas. Surtout que c'est ça. Moi, je me demande même pourquoi ils ont tué Tchébé, parce qu'ils ont terré avec lui. Ils sont partis, ils ont même cherché à les jeter. Alors que même le Koulouna qui tue les gens n'ont pas eu de difficultés pour le faire. C'est-à-dire, s'ils ont eu des difficultés, c'est qu'ils ont tué dans leur chef. C'est leurs intentions personnelles. Ça ne sert à rien de mêler le chef de l'État, même tout ce qui est les actualités que tu évoques ici, nous allons voir ça plus loin. Mais en fait, en quoi il faut citer notre chef de l'État dans tout ça? Ça, ce sont des gens qui ont posé des actes criminels et puis maintenant qui cherchent à se protéger avec l'appui du peuple, l'appui des aspects juridiques pour chercher à perdurer la sentence. Mais en réalité, ils sont des tueurs. Conclusion, moi je pense qu'il faut un peu... À votre avis, vous voulez voir Kabila comparaître ou non? Sociologiquement. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas? Non. Non, mais si c'était à vous demander un avis, on s'est dit... Mais je vois, c'est clair, parce que si on met de côté les aspects juridiques, les poursuites, tout ça, moi je trouve que les militaires ont eu quelqu'un qui devrait interroger. C'est comme tu nous as invités ici, et puis tu t'énerves, tu me tues. Donc ça t'engage toi. Ça ne sert à rien de voir le ministre des Presse, le ministre des Communications, de voir les gens qui te gèrent, ou bien ton PDG ou toi-même.
les plus importants. Et si on dit que c'était sur recommandation, sur demande express de cette hiérarchie, c'est quoi de plus normal? Je ne suis pas en train de défendre les gens, mais je pense que je n'ai pas maîtrisé les circonstances de la mort de Tchebeya. J'étais à l'étranger quand cela est arrivé. J'ai connu Tchebeya. Vous suivez quand même les procès? Oui, c'est ça. Je suis les procès. Je me dis, les gens ont demandé, les colonels qui a cité l'ancien président a demandé à Makala, où il s'est trouvé, que les procès soient télévisés. Merci. Okay? On a télévisé les procès, il n'a jamais cité. C'est maintenant qu'il pense qu'il est important de tirer tout le monde vers lui pour que les choses disent. Mais moi, je pense que la sentence doit être très claire, c'est lui qui est le coupable. Merci beaucoup. Monsieur José Baindama, Maître Nico Mayengele, je crois que la deuxième question que je vais vous poser par rapport à l'opportunité de cette comparution, pourquoi avoir attendu le départ de Kabila pour que cette action judiciaire soit initiée et que Kabila soit convoqué? Et si Kabila est vraiment ou est concerné ou ne l'est pas, pourquoi avec un cas qui a été aussi flagrant comme le cas de Tchebeya, qu'à l'époque de Kabila, que de telles actions judiciaires ne soient pas initiées? Est-ce que ce n'était pas une complicité tacite au regard du pouvoir qu'il y avait en place de tout faire pour trouver et dégager des responsabilités? Merci beaucoup. Je crois que nous avons tous vécu sous le régime de Kabila de 2000 à 2018. La justice n'a pas été totalement indépendante. J'évolue dans les secteurs. Ça fait bientôt 15 ans. Je sais de quoi je parle. Je ne vois pas un chef de l'État scier l'arbre sur lequel il est assis. Je ne vois pas. Nous sommes en Afrique. Il ne peut pas occasionner sa propre chute par voie judiciaire. Voilà pourquoi en Afrique, partout ailleurs, pas partout ailleurs, et en Afrique généralement, allais-je dire, vous verrez, les anciens chefs d'État sont poursuivis après leur chute, après le départ de leur pouvoir. Généralement. Ils embrigadent l'appareil judiciaire. Ils caporalisent la justice. Ça, c'est un fait. Et je ne vois pas comment Kabila pouvait se mettre en cause durant son régime. Je voulais revenir sur un aspect très important. Mon très cher Yannick, maître Yannick, a dit que Kabila est en fait éligible. Regarde. Non, il a dit que Kabila jouit des immunités lui conférées par la Constitution, son article 7. 107. Ça, c'est une évidence. Et devant les évidences, on ne peut pas discuter, pérorer là-dessus. Mais moi, j'ai posé une problématique. Kabila est-il bénéficiaire de la loi de 2018? Il a dit oui. C'est ça le débat. Il n'est pas bénéficiaire. Il a quitté ses fonctions en violation de la Constitution. Mais les immunités reconnues aux sénateurs, en tant qu'ancien sénateur à vie, là, ça ne pose aucun problème. Puisque vous m'avez posé la question s'il est couvert par la loi, pourtant statut d'ancien chef de l'État. Très bien. Et non par la Constitution. Je crois que cette ligne de démarcation doit être faite. Très bien. Au regard de cette loi, au terme de l'article 2, il ne rentre pas dans la définition de l'ancien chef de l'État pour avoir quitté ses fonctions au-delà du délai constitutionnel. Très bien. Ça, c'est un fait. Au regard de la Constitution, il jouit des immunités accordées à tous les sénateurs. Mais ici, ne se pose un problème de la décision de poursuite. La haute cour n'a pas décidé de poursuite. Puisque en matière de justice militaire, la haute cour ne peut être saisie que, par voie de citation à prévenir. Il n'y a pas de citation directe. Très bien. En matière de justice militaire. Ici, c'est un procès qui est ouvert. Et toute personne régulièrement citée dans un procès est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Mais dans le respect des procédures. Dans le respect des procédures, des formes. Très bien. Mais ici, Kabila n'est pas cité comme prévenu pour qu'il y ait une autorisation de poursuite. Kabila est cité comme renseignant. S'il peut renseigner la cour. Savez-vous que dans les procès Kamere, si on était sérieux, M. Chilombo aurait dû comparaître. En principe, ça, moi j'en avais demandé aussi. Il a été cité plus de 100 fois. Et en matière de procès, quand vous êtes cité et que le tribunal estime être éclairé, on dit que la juridiction était incompétente. Non, ici on dit un renseignant. Très bien. Un renseignant, ce n'est pas un problème de compétence. Il ne vient pas escaliter. Il vient donner des informations. Il vient donner des renseignements. Mais susceptibles. Je vais vous donner la parole. Il a été convoqué aussi comme renseignant, mais il a fini en prison. Non. Kamere, il a été convoqué quand on l'a entendu. On l'a. Comme renseignant aussi. Il a été mappé. S'il vous plaît. On ne peut pas mapper. On ne peut pas mapper un renseignant. Il était prévenu, mappé, et ainsi de suite.
on peut vous inviter, vous comparaissez, on estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et on convertit, là, c'est pas un problème. Mais ici, quand on vous cite, on vous récite. C'est comme si vous gardez certaines informations pour éclairer un peu la juridiction. La religion de juge. Très bien. Donc ici, on ne dit pas que Kabila jouit des immunités constitutionnelles telles que prévues par la Constitution. Il ne peut pas renseigner, il ne peut pas éclairer la lanterne de juge. Ça, c'est pas ça le débat. Mais pour poursuivre Kabila, la Constitution est claire. Il faut qu'il y ait les congrès des tiers. Ces poursuites doivent être votées pour les infractions commises dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, c'est-à-dire directement ou indirectement. Mais cette loi exclut du champ de poursuite les faits infractionnels commis pendant l'exercice de ces fonctions. C'est là que je dis c'est une loi inconstitutionnelle. La Constitution prévoit les poursuites contre le président de la République et les premiers ministres à fonction. Mais cette loi vous dit, quand il était en fonction... Il a créé des barrières contre la Constitution. Donc c'est un certificat d'impunité. Normalement, sur le plan politique, si M. Tshilombo prônait réellement l'état de droit comme idéologie, comme doctrine, de nature à repenser les plaies qu'a connu la République en termes d'impunité, on aurait dû réviser cette loi. Puisqu'aujourd'hui, l'Union sacrée a la majorité, quoique issue donc on a toutes les possibilités même d'abroger cette loi-là. On peut même abroger, on peut anéantir cette loi. Très bien. Mais qu'est fait la majorité issue de l'Union mais pour vous compléter, Maître Nico, à l'époque, quand on a, s'il vous plaît, quand on a promulgué cette loi, à l'époque, l'UDP était contre. Absolument. Et toute l'opposition était contre. Pour l'opposition, les rassemblements de l'époque, c'était une façon de couvrir l'ensemble de faits répréhensibles commis par Kabila pendant qu'il était au pouvoir, tout ce qui lui a été reproché sur le plan pénal. Oui. Mais aujourd'hui, l'opposition est au pouvoir avec tous les mécanismes et d'abrogation et de révision de cette loi. Et on n'en fait même pas allusion. C'est comme si Félix Tshisekedi se voit aussi profiteur de la dite loi. Non, ne vous en faites pas. La loi est faite pour être respectée, mais aussi pour être adaptée à l'évolution de la société. Très bien. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que cette loi organise l'impunité, non seulement des Kabila. La loi doit être impersonnelle. Ça concerne tous les anciens chefs d'État élus et ayant quitté les fonctions dans le respect de la Constitution. Si on fait un coup d'État ici, vous prenez le pouvoir et que vous quittez le pouvoir après les élections, vous n'êtes pas éligible, puisque le mode de dévolution du pouvoir, c'est les élections. Très bien. Le fait d'y avoir accédé par coup d'État, vous n'êtes pas éligible. Très bien. Mais si, demain après demain, si Mouzé était en vie, par exemple, c'est un ancien chef de l'État, mais il n'est pas éligible par cette loi. Donc, tout ancien chef de l'État n'est pas forcément éligible. Il y a 3 conditions. Accéder par voie des élections, exercer le pouvoir conformément à la Constitution et l'avoir quitté conformément à la Constitution. Mais ici, Kabila a failli par rapport à la manière dont il a quitté le pouvoir, les élections organisées hors délai. Je reviens sur M. Tshilombo et la majorité au pouvoir aujourd'hui, issue de la corruption, j'insiste. Attendez, issue de la corruption, c'est-à-dire quoi? L'Union sacrée oui. a corrompu le député. Comment ça? Pour avoir la majorité. La majorité dans une démocratie. Soit vous faites des élections anticipées, ok. Soit au début de la législature. Même au début, même pendant la législature, on peut constater que la majorité, quand vous êtes une majorité, et que les gouvernements vous présentent par exemple les gouvernements, les programmes du gouvernement ou les budgets, si vous les sanctionnez négativement, on constaterait que vous n'avez plus de majorité, puisque vous n'avez pas pu installer ou faire voter les programmes du gouvernement. On va constater que vous avez perdu des majorités. Et pour organiser les élections anticipées. Mais ici, on a fait achat de conscience. On a acheté les députés. Même ceux de Fayoulou. Il y en a qui ont été achetés. Attendez, et aujourd'hui, ils sont à la CENI. Attendez, c'est qui est qui? Il faut savoir dénoncer. Vous avez toujours la culture de dénoncer les enfants. Mais vous savez que moi, je parle sans gants. Allez-y. Par quelle baguette magique M. Di Toumoniz est arrivé à la plénière de la CENI? Il a été élu sur la liste de la dynamique de l'opposition. Des Fayoulou. Par quelle baguette magique? Puisque nous sommes dans un système partitocratique.
C'est la démocratie qui repose sur les partis politiques. Nous présentons les candidats députés sur les listes des partis politiques, les groupements politiques ou les indépendants. La majorité, c'est les députés issus des regroupements politiques et des partis politiques. Quand un député quitte son parti politique, il perd le mandat obtenu sur base de la liste des partis politiques qu'il avait présenté à ses joutes électorales. Mais ici, comment Ditou Monizi est-il arrivé à la CENI? Puisqu'il devait être présenté par sa plateforme. Ça, c'est de la corruption, pire et simple. Comment les Eliezer, les Daniel Safou sont passés d'un camp à l'autre? Mais non, mais ils n'ont pas passé. Ils ne sont pas passés d'un camp à l'autre parce que Katumbi est à l'Union Sacrée et aussi sont au sein de l'Union Sacrée. Non. Vous savez. Il y a une vérité à connaître dans ça. Vous savez, nous avons été avec les amis, les Daniel Safou, les Eliezer, quand nous avions créé ensemble pour le changement comme plateforme. C'est une plateforme qui a soutenu Fayoulou. Quand nous sommes arrivés au Parlement, il n'était pas du camp du pouvoir. À l'époque, il y avait une majorité et qui avait sorti le gouvernement Ilukamba, FCC Cash. Ok? Ils étaient du bord de l'opposition. Par quelle baguette magique tous ces gens-là ont traversé de l'autre côté? Parce que leurs familles politiques ont décidé d'adhérer à l'Union Sacrée. Il y a des règles parlementaires. La majorité ne s'échange que par des élections anticipées ou les élections à la régulière. Oui, mais la famille politique peut faire la déclaration d'appartenance pour dire nous étions à l'opposition, nous quittons, nous allons à la majorité. Non, ça c'est du vagabondage. C'est du vagabondage. Je parle de la corruption. J'ai suivi les Pépé Mbosso et puis Monsieur José Baindama, je tiens à souligner que tu n'es pas plus âgé que Mbosso, puisque vous avez dit compte tenu de son âge, il est l'unique qui est resté à la République. C'est un lapsus, c'est lapsus s'il vous plaît. Donc Mbosso est plus âgé que lui. Même sur le plan de carrière politique, je n'ai pas appelé quelqu'un papa par rapport à son âge. Attendez, vous aurez la parole. Vous aurez tout le temps. C'est juste une mise au point. Vous constatez que Pépé Mbosso à l'époque, il nous a dit. Et pourquoi vous l'appelez Pépé? Mais compte tenu de son âge, nous sommes africains. Hein? Il lui faut du respect. Il a l'âge de mon grand-père. Il est Pépé. Alors, Pépé Mbosso, à l'époque, rappelez-vous, il a invité les députés en leur disant d'aller voir les questeurs Maboko Bank. Si on était dans un état normal, puisque j'ai plaidé le Congo normal, c'est un aveu de corruption. Quand on donne 500 députés aux députés, et Daniel Safou nous avait déjà dit, Molière nous avait dit, on nous a demandé de changer de camp quand il y a eu des consultations politiques. On nous a demandé de changer de camp en contrepartie des jeeps. C'était bien avant ces histoires de palissades. Et ici, vous voulez nous faire croire que M. Tshilombo pouvait avoir la majorité par déclaration ou par déclaration d'appartenance. Non, monsieur, tu es un homme intelligent. Il ne faut pas tomber dans cette sorte de bouillabaisse politique. Bouillabaisse politique? Oui, absolument. Pour vous, l'Union Sacrée est composée sur un fondement de corruption. De corruption, pas pour moi. Ce sont mais attendez, si aujourd'hui l'Union Sacrée repose sur la corruption, le premier corrupteur s'appelle qui? Le premier corrupteur s'appelle M. Tshilombo. Très bien. Et c'est clair. Merci. Parce que c'est lui qui a bénéficié de cette corruption. Merci. Et c'est lui qui nous a dit qu'il y a eu montage financier pour les 5 Sadjip. Pendant que Mbosso disait, dis donc du chef de l'État. Très bien. Un chef de l'État, voilà, moi je n'oublie jamais les faits. Un chef de l'État qui fait les dons de 500 jeeps, parmi les éléments, les modes de corruptibilité, vous avez le don présent en contrepartie des services donnés. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et monsieur, vous rendez quelqu'un redevable moralement. Voilà, moralement. Très bien. Et la redevabilité morale, c'était la chute de Mabunda, la chute de Ilukamba, la chute d'Alexis Tambwe Mwamba. Alors, en contrepartie des jeeps et des billets d'argent. Pour preuve, j'ai des témoins là-dessus, j'ai 30 secondes. Oui. Monsieur Ados Ndombassi a été consulté. Député de l'ECD. Oui. Jean-Baptiste a été contacté pour accepter la corruption et passer de l'autre camp. Et je souligne à ça que Ados Ndombassi, je suis son avocat conseil et j'en sais quelque chose. Donc ici, les pouvoirs en place ne peut que continuer avec cet élan de corruption. Il paye bien les honoraires. Pardon? Il paye bien les honoraires. Non, ça c'est une parenthèse. Oui, mais parce que nous devons aussi, quand vous savez, quand l'opposition vous donnez des leçons à Tshisekedi, nous avons le droit de savoir un peu. Ça, c'est sur le plan ça n'a rien à voir. Je ne peux même pas en parler. Très bien. Alors ici, l'IDPS ayant pris goût
Du pouvoir. Non, de la corruption. Oh, le goût de la corruption. Le goût de la corruption. Elle veut rééditer l'exploit en ayant ces marionnettes à la Cour constitutionnelle, je souligne. Marionnettes, c'est des qui? marionnettes. C'est qui? Il doit avoir des éléments, on va les publier un jour. Il doit avoir ses pions à la Cour constitutionnelle, son pion à la CENI, Kadima, son pion on reviendra sur cette au question secrétaire exécutif national, mais pour que le bilan qui est négatif soit effacé par les simples votes de M. Kadima. Donc, Kadima va voter le président de la République. C'est son vote. Très bien, qui doit primer sur les votes des 100 millions de Congolais. Merci beaucoup. C'est l'IDPS. Je reviendrai ici, peut-être la dernière ou le dernier sujet de l'émission, c'est pour que nous puissions un peu décrypter les différentes craintes légitimes qui résident ou qui caractérisent l'opposition pour un train qui est déjà en marche de l'organisation des élections. Ça, c'est ce que l'Union sacrée a dit, que l'opposition est en train de faire la distraction politique. Alors, Maître Yannick Massidiavingui, je vais toujours rester dans l'esprit de cette loi, son opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'Union sacrée, ne voyez-vous pas que cette loi qui crée l'ensemble d'impunité dans un état de droit soit révisée alors que vous avez la majorité, mais vous ne faites rien? C'est comme si vous voulez faire profiter Tshisekedi cette loi portant statut des anciens chefs de l'État. Merci, M. Louis-François. J'aimerais d'abord... S'il y a des choses à corriger, il faut toujours les corriger, il n'y a pas de problème. La première question était de voir l'opportunité de la loi de 2018, juillet 2018, ainsi que la Constitution. Oui. J'ai posé un principe, j'ai dit ceci. La loi de 2018 confère à M. Kabila un certain nombre d'immunités. Et de même, la Constitution de 2006 lui donne les pouvoirs de bénéficier des immunités. À telle enseigne que le président Kabila ne sait pas répondre devant la justice. Et j'ai même fait une étude comparative. Je me suis dit, en France, un ancien chef de l'État redevient un citoyen normal. Il faut les prendre. Prenez-moi Nico Falmbeka et comment il entre. Il faut les résumer. C'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit en France, un ancien chef de l'État redevient un citoyen normal. Oui. Et il doit répondre devant les juridictions normales. Pour éviter l'impunité. Effectivement. C'est la même gymnastique au Brésil avec Lula da Silva, qui est condamné jusqu'à présent. C'est de ça que je parlais. En RDC, on doit faire la part des choses, cela est clair. La loi de 2018 confère à M. Kabila des immunités. Il n'est pas éligible au regard Non, mais je pose la question à Maître Nico. Oui. Qu'attendez-vous par un ancien chef de l'État? Mais c'est défini par la loi. M. Kabila a été élu en 2006. Oui. Et en 2011. Oui. Donnez-moi la disposition, je vais lire. Article 2. Article Et puis, 2. par conséquent... Attendez, c'est très important. Quand c'est lui-même qui lit, on va douter. Au sens de la présente loi, on n'attend pas un ancien président de la République élu. Kabila, un ancien. Oui. Très bien. Ancien président de la République élu, tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de président de la République, les a exercés et les a quittés conformément à la Constitution. Ça, c'est la première incise. Deuxième incise. Ancien chef de corps constitué. Ça ne concerne pas. Donc, ici, on parle d'un ancien président de la République et c'est lui qui a accédé à exercer, je voulais dire, exercer cette fonction-là dans le respect de la Constitution et a quitté la fonction dans le respect de la Constitution. L'élément soulevé par Maître Nico Mayengele n'est pas à négliger. Il dit ceci. Joseph Kabila a exercé cette fonction, conformément à la Constitution, on va prendre comme ça parce qu'il y a beaucoup de ratés aussi pendant cet exercice qu'on pouvait aussi revenir de temps en temps. Bon, il n'y a pas de problème. Mais en quittant, Joseph Kabila, au lieu d'organiser les élections en 2016, organise les élections en 2018, alors qu'aucune disposition constitutionnelle ne prévoit un mandat de 7 ans. Là, déjà, est une violation de la Constitution. Donc, Kabila n'est pas sorti de ces fonctions-là dans le respect de la Constitution. Monsieur Louis-France, oui. Le fait d'organiser les élections en 2018 n'exclut jamais Kabila comme étant ancien chef de l'État. Le président Kabila reste demain ancien chef de l'État. Et par conséquent, il bénéficie du statut d'un sénateur à vie. Et puis, il jouit, des immunités telles que conférées par la loi de 2018. Très bien. Voilà pourquoi sa poursuite demande une certaine gymnastique. Et par ailleurs, je fais même une étude comparative. Je me suis dit, en France, là c'est une différence. Oui. En France, un ancien chef de l'État redevient un citoyen normal.
Parce que le régime juridique en prévoit. Mais est-ce que ici chez nous... Attendez, maître Yannick. Le régime juridique ou le régime constitutionnel de la France prévoit qu'un ancien chef de l'État redevient citoyen normal et peut postuler à nouveau. Mais ici, chez nous, il y a un statut spécial qu'on accorde à un ancien chef de l'État. Donc, il y a déjà une différence qui se crée. Et voilà pourquoi moi j'ai dit. En RDC, la loi de 2018 empêche à la justice de poursuivre directement un ancien chef de l'État. Et par ailleurs, la Constitution l'autorise. La Constitution confère à un ancien chef de l'État le statut d'un sénateur à vie. À vie. Voilà pourquoi moi j'ai dit, c'est même sur le plan international, il y a une querelle juridique. Je vais vous donner un cas de figure. Le statut de Rome, dans son préambule, prévoit le principe de complémentarité. Cela veut dire quoi? Lorsque les juridictions internes ne sont pas capables de poursuivre un chef de l'État qui a commis des crimes, c'est à ce moment que la CPI sera compétente. Et l'article 215 de la Constitution en prévoit aussi que lorsqu'il y a conflit entre le droit, la loi interne et le base juridique international, celles internationales prennent les dessus sur le loi interne. L'économie de l'article 215 de la Constitution se lit de la manière suivante que les traités et accords internationaux dûment ratifiés sont supérieurs aux lois internes. Oui. Et par contre, j'ai même donné en fait les analyses faites par le professeur Antonio Cassé, ce qui disait des immunités. Il faut rester à votre micro, c'est très important. Je l'ai même dit des analyses. Est-ce que vous pouvez bouger votre chaise? Il n'y a pas de problème de manière à ce que tout ce que vous parlez soit écouté par les peuples. Effectivement. J'ai même donné les analyses faites par le professeur Antonio Cassé, qui a dit ceci: des immunités conférées en droit interne au chef de l'État empêchent. Il a même qualifié ça de déni de justice. Et voilà pourquoi moi je dis, les anciens chefs d'État, la plupart des pays africains, bénéficient des immunités. C'est une sorte d'impunité. Voilà pourquoi poursuivre les chefs de l'État demande un certain nombre de gymnastiques. Très bien, merci beaucoup, maître Yannick Massidialing. Je vais vous donner la parole, maître Nico. J'allais oublier, j'accorde à mon vieux mes minutes, puisque ça c'est grave. Je veux que vous puissiez revenir quand je vais vous donner la parole. Oui, allez-y. Le principe de complémentarité, c'est en rapport avec les crimes et infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Effectivement. Ici, on parle des infractions. L'article 19. C'est important. Article 19 du statut de Rome. Ici, il y a des infractions politiques. Les infractions de haute trahison, d'outrage, et de d'atteinte à la probité, des délits d'initiés. Est-ce que les autres infractions de droit commun? Très bien. Là, il n'y a pas le principe de complémentarité. Le principe de complémentarité, lorsque sur le plan interne, il y a des crimes relevant de la compétence de la CPI qui ne sont pas poursuivis et la Cour pénale internationale va devoir poursuivre sur base de ce principe. Je vous ajoute 30 secondes. Non, on ne se comprend pas. 30 secondes. J'ai dit ceci. Oui, c'est parfait. Oui, j'ai dit ceci. En fait, vous avez parfaitement raison. Voilà pourquoi les chercheurs ont dit, sur le plan international, il y a une querelle juridique. Notamment, un conflit. Oui, un conflit, une querelle juridique. Donc, la loi interne entrave la loi internationale. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a un chef de l'État qui a commis un crime à caractère international, la CPI appliquera les principes de complémentarité. C'est ça ma gymnastique. Mais en cette matière-là, les immunités n'existent pas. Parce que les crimes, les infractions de la compétence de la CPI, on peut vous prendre même sans tenir compte des immunités. Même a été arrêté avec les immunités des sénateurs. Merci. Merci beaucoup. Maître Yannick, vous avez un autre mot à ajouter? Non, en fait, l'analyse est claire. Merci beaucoup. Donc, c'est une façon de dire que quand la CPI poursuit, elle ne tient pas compte des immunités. Sur base du principe de complémentarité. Un cas jurisprudentiel a été évoqué ici, de Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci beaucoup. C'est comme ça la portée de l'édition spéciale, mesdames, messieurs. Je vous donne la parole. Attendez. José Baïnda Manteke Nanteke. C'est très important. Je laisse les 30 secondes. Merci, mesdames, messieurs. Vous suivez l'édition spéciale CML 13 Télévision. C'est toujours la particularité technique de l'édition spéciale. C'est appeler les gens qui ont la haute opinion sur des questions. Alors, José Baïnda Manteke Nanteke. Vous avez la parole. Je voulais un peu répliquer sur ce qu'il a dit. Bon, quand j'ai précisé que tu méritais d'être appelé papa. Ah, ça vous a choqué? Non, ça ne m'a pas choqué du tout. C'est un échange. Très bien. Bon, il a bien, après, il s'est contredit pour dire que moi, c'était Pépé. Moi, je n'ai pas parlé de Pépé, je parlais de papa. Ok, il y a une différence. Moi, je parle de papa. Et papa, ça n'a pas besoin d'avoir l'âge minimum. Un papa, c'est un papa par rapport à des critériums donnés. Mais je vais compléter peut-être les deux avocats. Je vous ai dit que je suis mal à l'aise de participer dans un débat où il y a des vous allez dans une dimension politico-sociologique. Qui se contredisent à tout bout de champ. La constitution que vous évoquez dit clairement ceci, que les chefs de l'État
est chef de l'État, il quitte le pouvoir lorsqu'il y a un nouveau chef de l'État qui entre avec lequel il se change. C'est l'article 90, hein, j'ai comme impression, attendez. C'est toujours bien de vérifier. Allez-y. Voilà, c'est-à-dire que 70 ou 90. On ne peut pas nous dire ici, nous voulons 70, que hein. les droits soient exercés dans sa... Attendez, je vais vous le lire. C'est très important. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est pas clair cet article-là? C'est une façon de vous ajouter quelques bouts d'eau dans le moulin. Je voulais dire à Maître Maengele que vous, les juristes, aidez-nous, qui sont les consommateurs indirects du droit, de comprendre les choses clairement au lieu de les tirer à la longueur. On dit clairement que les chefs d'État, comme les chefs actuels, si les élections ne sont pas organisées en 2023, ils restent en place. Ils ne violent pas la Constitution par les faits. Non, ils violent. Non, parce que c'est dû... S'ils le violent, c'est-à-dire la Constitution elle-même se viole. Ou bien elle-même se contredisent. À ce moment, elle est caduque. On a toujours parlé de cette Constitution qu'elle avait des lacunes. C'est une Constitution de belligérants. Et ça, c'était le langage de l'IDPS quand ils étaient à l'opposition. On l'a même rejeté. Voilà, c'était la Constitution de belligérants. Moi, je pense, parmi les réformes que les chefs de l'État devraient entreprendre... Non, pas le chef de l'État, vous à l'Union sacrée. Bon, mais justement, et c'est lui notre chef. Ça dit que c'est instruire aussi à l'Union sacrée que le député de notre majorité entame des démarches de manière à réviser cette Constitution. Réviser la Constitution. Justement. C'est une problématique très dangereuse, hein. Parce que l'intention, quand on veut réviser la Constitution, on pense qu'il y a des dispositions intangibles. En fait, qui seront écoutez, retouchées. lorsque vous voulez sauver la nation, on ne tient pas compte des Imaires. Lorsque vous voulez sauver les peuples, on ne tient pas compte des Imaires. Il vient de le dire à répétition que le chef de l'État sortant, l'ancien chef de l'État, a quitté les pouvoirs dans la violation de la Constitution. Ça veut dire que lui aussi, avec le leader de son parti qui ont participé à ces élections, ont violé la Constitution. Comment ça? Mais parce qu'ils savent que les élections devraient être organisées dans 5 ans. Après les 5 ans, c'est la violation. Alors on ne peut pas participer dans la violation. Attendez, c'est très important ce que vous soulevez. Fayoulou est allé aux élections quand même qui ont violé la Constitution. Mouzitou est allé. Tous les candidats. Maître Nico Mayengele est allé. Voilà. Nous avons quitté les Je reviendrai à vous. On a pas... Maître Nico Mayengele a participé. Qui encore? Tout le monde. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas condamner les élections pour avoir été violées de 2 ans du dépassement, parce que ces élections ont connu la participation effective de ces leaders-là de l'opposition. Mais voilà, c'est très important. Je ne suis pas un technicien des droits, mais ils savent que lorsque les 2 voleurs, moi j'étais au tribunal quelque part où j'ai vu quelqu'un qui a brandi un sac de sucre. On lui dit, ton client a volé du sucre. Lui, il a dit non, mon client n'a jamais volé du sucre, ça c'est du sel. C'était du sucre clairement constaté par tout le monde. Et l'avocat a fait goûter tout le monde pour s'assurer que ce n'était pas du sucre. Et tout le monde constatait que c'était du sucre. Après, il a conclu que nous avons tous participé au bitais du vol. C'est-à-dire qu'on était tous des voleurs. C'est la même chose ici. Voilà. Alors, c'est la même chose lorsque Maître Nico Mayengele, que je découvre, que j'adhère, ouais. Vous devez les prendre comme votre conseil, c'est très important. Bon, mais en fait, l'avocat... Après, ici, on va formaliser les contrats. Il n'a pas de couleur politique. À ce moment, il ne me dira pas que parce que je suis de l'Union sacrée. Non, rien à voir. Voilà. Il a aussi des clients. Il a même été prudent ici de dévoiler les défauts de la loi, mais sans dévoiler comment je vais dire, les honoraires de son client. Il ne peut pas les dire, mais il vous dit tous les... Ce sont les honoraires qui viendront quand même de l'Union sacrée. Voilà. Alors, maintenant, je vais préciser. Oui. Mais c'est dit Toumonisi, c'est un ami. Je ne pense pas qu'il est allé à la CENI comme député. Parce que la CENI n'accepte pas des politiciens, ok? Des dans son bureau. Bon, c'est-à-dire qui ont des fonctions politiques publiques. Au bureau. On a les bureaux. Alors que dit, tu es membre du bureau. Il n'est pas allé, sûrement, il serait un démissionnaire, il aurait démissionné de sa fonction de député. Non, mais c'est toujours un commentaire parce qu'il est politique, il est affiché comme tel. C'est-à-dire que la loi électorale dit qu'il faut démissionner de ses fonctions avant d'être accepté comme candidat. C'est ce qu'il a fait, sûrement. Mais voici la crainte.
Parce que c'est lui qui a été politique, qui a une tendance, même quand il démissionne, il reste politique, non? Mais en fait, la CENI, quand vous l'appelez... Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, je vous donne un cas. Vous prenez par exemple un conseiller du président qui démissionne là-bas, vous le mettez secrétaire exécutif. Vous pensez vraiment quelle sera sa relation avec le président de la République? Bon, je suis peut-être incompétent de répondre à cette question parce que les juristes sont là. C'est les contradictions juridiques. Contradiction juridique. Oui, justement, même quand vous dites que les députés ont quitté leur camp pour aller adhérer, mais la Cour constitutionnelle avait donné une précision que les mandats des députés n'étaient pas impératifs à leur parti politique. Merci. Voilà. José Baindaman Teke. Très bien. Ça vous dérange un peu quand on vous appelle Teke? Oh, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous suivez l'édition spéciale de ce vendredi 14. C'est une date que Maître Nico m'a donnée. Si c'est faux, donc c'est à lui de voir. 14 janvier 2021. Alors, nous venons de recevoir le procureur près le peuple. L'homme qui voit au-delà de l'Himalaya, les Moudjahidines du peuple. L'homme qui a dit les choses se sont accomplies. Et puis l'homme qui est distingué aujourd'hui par la production sociale. Très contesté par l'IDPS, tu es même, on t'en veut. Bienvenue, procureur. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue aussi mon homo, les amis avec lesquels partageons ce plateau. Bonne année aux téléspectateurs de CML13. J'ai vu plus de 2 valises nous arriver ici, donc il y aura un spectacle qui sera fait à la fin. Ou s'il est cher, je le produirai. Mais écoutez, on a largué les gens dans les différentes émissions pour t'attaquer. C'est comme si ce coup ici commence à enfoncer l'union sacrée. Vous savez, il y a certaines... Approchez-vous de votre micro. Il y a certaines évidences auxquelles on ne peut pas échapper. Très bien. Vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas avoir un passeport. Vous ne pouvez pas aller étudier. Vous ne pouvez pas venir à l'émission. Mais vous ne pouvez pas vous échapper de l'eau à boire. Vous ne pouvez pas vous échapper à manger. C'est ça. Ça, ce sont des besoins naturels sans lesquels l'homme ne vit pas. Rappel national. Merci de s'être approprié cela. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 714 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 686 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 276 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 714 jours. Pourquoi 714 jours? Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, dans les 3 exercices budgétaires, combien avez-vous déjà réservé à la CENI? Merci. Merci beaucoup, mais on regrette d'avoir arrivé en retard. Pourquoi tu dois arriver aussi en retard? Il s'est posé, il y a une incompréhension. Jusqu'à 11h15, je vous ai écrit. Il fallait que j'ai la précision sur l'heure du début de l'émission. Je te connais quelqu'un de très ponctuel. Oui. Et merci. Je pensais que l'émission allait commencer à 13h. Et lorsque vous m'avez dit que non, c'est à 12h. Vous vous êtes précipité quand même à arriver. Merci beaucoup, Nico Falmbika. Et la question que nous avions posée, on va quand même récapituler. Il a été question de la demande de la Haute Cour sur la comparution de Joseph Kabila, l'homme couvert par la loi portant statut des anciens chefs de l'État, puis l'homme couvert par les immunités du Sénat, mais doit comparaître à la Haute Cour. D'abord, la procédure, je rappelle que tu es juriste, mais la deuxième chose que nous posons, la question que nous posons, c'est sur l'opportunité de la dite loi qui crée l'impunité dans un état de droit. Maître Nico Mayenge a dit que Kabila n'est pas éligible parce qu'il est sorti de cette fonction dans la violation de la Constitution. Il a dépassé les mandats. Et Maître Yannick Massidiamiving, lui, a confirmé que Joseph Kabila est éligible. Votre point de vue à vous? Je ne sais pas, sauf erreur de ma part, parce que je suis arrivé en retard, pour éviter les réédites. Est-ce que avez-vous, au cours de cette émission, fait lecture de cette disposition, de cette loi? Oui. On en a fait. L'article 2, je vais vous la lire. C'est une loi nous apportée par Maître Nico, merci beaucoup. Publié au journal officiel. Publié au journal officiel. Bon, ici, après le départ, je vais rester avec ça. C'est très important. Vous en avez 2. Je suis au courant. Alors, l'article 2 portant statut des anciens chefs de l'État dit ceci. Au sens de la présente loi, on attend par 1. Ancien président de la République élu, tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de président de la République, les a exercés et les a quittés conformément à la Constitution.
C'est la seule des dispositions évoquées. Bon, sur la problématique. 7, 8, Oui. 7. 7, 8, on en a parlé. Du statut pénal. Tout ancien président de la République élu. Donnez-moi, je vais lire parce que il y a c'est 8. l'article 7. Parce que si c'est vous-même qui lisez, on va dire que vous aviez torpillé. L'article 7, tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 de membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Dernier alinéa de l'article 8, aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. C'est la loi. Oui. Ça, ce n'est pas, Votre analyse? Ce n'est pas un acte réglementaire. Nous ne disons pas que la loi est parfaite. Mais il serait marrant de discuter lorsque la loi est en vigueur aussi longtemps qu'elle n'est pas encore élaguée. Si la loi est là, bonne ou mauvaise, il n'y a aucune loi mauvaise, il n'y a aucune loi bonne. Il y a toujours des imperfections, il y a toujours les hauts et les bas. La loi ne plaît pas à tout le monde. Mais ce que nous devons comprendre ici, lorsqu'on parle état de droit, état de droit n'est pas synonyme d'état des humeurs. État de droit aimerait qu'on respecte scrupuleusement les lois de la République. On ne va pas dire, toi tu as dit quoi? Moi j'ai dit quoi? On posera la question, que dit la loi? Et il faut comprendre que non, ça c'est une loi spéciale. La loi spéciale déroge à la règle. La loi spéciale déroge à la règle. Nous devons nous poser la question. Pourquoi cette loi avait été proposée en son temps? Il faut souligner que cette loi avait été proposée par un parlementaire G7. Modeste Mutinga. Modeste Mutinga. G7. On a compris qu'il y a certains chefs d'État, peut-être, peuvent avoir besoin de quitter le pouvoir, mais refusant des années après leur exercice du pouvoir. C'est ainsi qu'on a estimé que pour faciliter les choses, pour éviter des bains de sang, il faut garantir aux anciens chefs d'État élus qu'après leur exercice, qu'il n'y aura pas des ennuis. Je ne dis pas que non, cette réflexion était bonne totalement, ou bien elle était mauvaise aussi totalement. Parce qu'on a constaté que beaucoup de chefs africains, vous voyez ce qui s'est passé par exemple au Burundi, avec un Nkurunziza. Vous savez, il y a eu combien de morts? Nkurunziza a même connu un coup d'État mais manqué. Il était à l'extérieur, attendu dans un sommet, son siège était même resté vide. Parce qu'il y avait un coup d'État. Quelqu'un s'est présenté, il a même réussi. Mais au finish, il a quitté. Il y a eu combien de morts au Burundi? Est-ce que pour vous, cette loi est opportune? Écoutez, la loi, malheureusement avec... Parce que la loi, attendez Mikofal Mikaï, parce que la loi aussi doit se conformer aux réalités sociologiques d'un État. Vous ne pouvez pas, dans un contexte de l'un comme d'un autre, créer une loi qui vient créer des problèmes dans la société. Il faut que la loi vienne résoudre les problèmes. Mais ici, dans les cas d'espèce, avec tout ce qu'on a décrié, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, génocidaires, poursuivables non seulement par des juridictions internationales, mais aussi par le droit interne de notre pays. Mais c'est comme si, quand on crée cette loi, les chefs d'État aussi pouvaient tout se permettre, et tuer, tout faire, et à la fin, protégé par la loi. C'est ce qui n'est pas correct aussi. Non, j'ai dit ceci. Oui. La loi en soi ne doit pas être parfaite. Elle n'est pas parfaite. Elle a aussi ses faiblesses et ses points forts. Très bien. Mais dans le cas d'espèce, même si l'on arrivait, parce qu'il faut souligner une chose, même si l'on arrivait à modifier cette loi, la loi pénale, lorsqu'elle est révisée, elle ne rétroagit pas. Est-ce que je me fais comprendre? Si on modifie la loi pénale... Les sanctions ne répriment pas les faits du passé. Non. On ne va pas maintenant poursuivre l'ancien président du fait qu'il y a eu modification de la loi. Non. La loi pénale ne rétroagit pas. Merci.
Merci. Mais elle est là. Merci. Votée par le Parlement. Qu'on dise quoi? Merci beaucoup, Nico Fall, Mbikaï, procureur. Et j'ajoute un élément. Et en plus, il n'y a pas de crimes réservés à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas de crimes. Tous les crimes connus par la CPI peuvent aussi être connus par les juridictions internes. Oui. Oui. La Cour pénale... Par exemple, la fosse commune de Maluku. Je dis ceci. Non, oui. n'est pas... Je vous donne les cas. Fosse commune n'est pas une infraction. Non, mais la fosse commune qui a été créée dans la violation des textes, parce que la fosse commune à cette époque-là, quand vous prenez les gens, vous allez les enterrer clandestinement. Pour l'article 19 du statut de Rome, ce sont des crimes contre l'humanité. Parce qu'on ne sait pas est-ce que c'était des morts ou des vivants. Attends, dans un pays, qui a le monopole de la population dans un pays? Ce n'est pas la CPI. Mais si c'est l'État lui-même qui a estimé que pour des raisons X ou Y, il y a eu par exemple des corps à la morgue de Mama Yemo. Les gens ont abandonné leur corps là-bas. Il faut qu'il y ait autorisation du parquet. C'est ça que nous disons. Oui. C'est l'État lui-même qui organise les enterrements en masse. Si l'État a organisé mais dans le respect des procédures. C'est pas la nuit à 0 heure, vous prenez 1000 personnes, vous mettez dans le véhicule, vous allez les jeter quelque part. Si le parquet a autorisé et qu'on a estimé que pour ce genre d'enterrement, il n'appartient pas à Obama, il n'appartient pas à Donald Trump. Si le même parquet a estimé, a déjà avalisé, mais l'État, parce que le parquet agit, mais qui exécute, c'est l'État. Il faut disponibiliser les moyens. Et les mêmes dirigeants doivent voir quand est-ce qu'on peut procéder à l'enterrement. Faut-il enterrer 180 corps au vie et au su de tout le monde? Il y a des problèmes qui se posent. Si le parquet a autorisé, mais est-il important de spécifier l'heure à laquelle les gens doivent enterrer? Nos chefs coutumiers enterrent les gens quand? Merci. Nos chefs coutumiers sont-ils enterrés à quelle heure? Mais ça c'est une mort naturelle. Le problème c'est l'identification de ces morts-là. Parce que la crainte c'est quoi? Vous prenez 180 personnes, parce que quand le parquet autorise, on sait que Mama Yemo a donné 18 corps, l'hôpital d'Engaliema donne 20 corps, tel donne 20 corps, c'est répertorié. Oui. Et puis c'est communiqué au préalable. Oui. C'est rendu public. Oui. Que nous allons faire des fausses communes parce que l'État n'a pas tous les moyens de garder dans les différentes morgues les gens. Mais ce n'est pas une affaire où on surprend. Et ce sont les juridictions internationales qui viennent révéler qu'il y a eu des fausses communes sans que nous ne sachions les origines de ces morts-là et comment ça s'est passé. Et on n'a jamais vu cette autorisation. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Allez-y. Si on découvre qu'il y a des corps qui pourrissent déjà dans les morgues, qui ont passé beaucoup de temps, il faut vous mettre en tête que les responsables de la morgue informent à la hiérarchie. On informe à la ville. On informe le parquet. Le parquet fait le constat. Qui doit enterrer? C'est la ville. Mais si c'est la ville, si après avoir vidé cette procédure, la ville a estimé bon, que pour des raisons X et Y, il faut enterrer la nuit pour ne pas aussi susciter la curiosité du public. C'est quelle infraction? Mais quant à ce que je disais, l'article 91 de la loi du 4 mai 2013, terminé par là, organisant l'organisation, portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, article 91, dispose: les cours d'appel connaissent de l'appel de jugements rendus ou en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce. Elles connaissent également au premier degré du crime de génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leurs compétences et seuls des tribunaux de grande instance. Des infractions commises par les membres. Bon, ça nous interpelle. Tous les crimes que les gens prétendent relevant de la Cour pénale internationale sont aussi réprimés par les juridictions internes. La cour d'appel. Très bien. Quand est-ce que la CPI peut intervenir? C'est lorsque la justice interne n'a pas agi ou est dans l'impossibilité d'agir. Mais si on n'agit pas normalement, refuse d'agir, en ce moment-là, la CPI peut se saisir du dossier. Mais la sous-question que je t'ai posée, parce que la cour d'appel ou les juridictions internes n'interdisent pas non plus aux juridictions internationales d'agir sur des faits commis au niveau interne. Est-ce que si un mécanisme de poursuite n'est pas déclenché par la cour d'appel,
la Cour pénale internationale, elle, n'a pas le pouvoir d'agir aussitôt que les juridictions internes ne soient pas encore activées. Oui, je crois récemment, il y a un pays sur lequel la CPI a lancé une remontrance. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter que les crimes se commettent ici aujourd'hui et qu'une semaine après, la CPI intervienne. Non, non, ça ne passera pas. Il faut donner du temps à la République, à l'État sur lequel les faits se sont commis. C'est quoi la durée légale? Non, il n'y a pas de... Il y a une durée qu'on appelle durée raisonnable. Il n'y a pas de délai fixe comme vous, la presse. Non, il y a un délai raisonnable. Mais avant de procéder... Qu'est-ce qui interdit à la Cour pénale internationale d'agir quand les crimes sont commis? Il y a une flagrance, par exemple. Aujourd'hui, qu'une semaine après, la Cour pénale internationale se saisisse et agisse. Qu'est-ce qui interdit à la Cour pénale internationale de prendre du temps? Est-ce que la Cour pénale a-t-elle la police? Est-ce que la Cour pénale a-t-elle l'armée? Pour que la CPI agisse, elle doit collaborer avec le gouvernement. Le gouvernement. Oui. Mais si le gouvernement ne vous permet pas, vous allez faire quoi? Merci. Merci beaucoup, Nico Fall Mbikaï, procureur près le peuple. Je rappelle ici que Fidel Babala a été répréhendé par l'Interpol. Le gouvernement n'avait pas autorisé. Le porte-parole du gouvernement de l'époque a dit que nous n'étions pas au courant de certaines poursuites contre le digne fils de ces pays, sinon le gouvernement est indigné. À l'époque, qui l'avait pris dans sa maison? C'est l'Interpol. C'est quelle police? L'Interpol. Non, non, c'était la police congolaise. Non, l'Interpol. C'était l'Interpol. Fidel Babala a été arrêté par l'Interpol chez lui à 6 h du matin. En vertu du principe de la collaboration aussi, puisque l'Interpol qui agissait ici. Merci. Je vais vous donner la parole. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est très important, ces plateaux où se dégagent toutes les intelligences. Très content. On doit prendre le deuxième sujet. Mais vous